Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous permettre de nous réunir en toute liberté dans ce lieu, d'avoir mis ce lieu à notre disposition, Seigneur, et de pouvoir nous rassembler en toute liberté pour pouvoir échanger ensemble et avoir la joie de se revoir, de sociabiliser ensemble. Et alors que nous allons ouvrir ta parole pour parler de la loi du dimanche, que tu puisses conduire cette étude et que chacun puisse comprendre, sortir avec quelque chose pour le préparer ou la préparer au Grand Est. Nous te remercions pour tout ce que tu feras pour nous, les bénédictions que tu nous enverras durant cette journée de sabbat. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ok, donc la semaine dernière, on avait fait une digression par rapport à cette étude. Là, aujourd'hui, ça sera donc la dernière partie, donc la cinquième et dernière partie. On va vraiment se consacrer sur le point 4 de l'étude. Le titre est « La pensée libertarienne dans la guerre culturelle ». On va se focaliser donc aujourd'hui sur la guerre culturelle. Mais avant de faire cette focalisation, et j'aurai besoin de votre aide si possible, on va faire une révision. Alors, est-ce que une ou deux personnes peuvent me dire ce qu'elles ont retenu des 4 premières parties qu'on a vues, des réponses courtes et simples. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on a vu un peu? Vous étiez là sur Zoom, les vidéos ont été postées, peut-être vous l'avez regardé, il y a la newsletter, peut-être que vous l'avez lu. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qu'on a vu ou c'est trop loin? Peu loin. Il n'y a rien du tout, rien. Il y a tellement de choses qui se passent en une semaine et ça, c'est vrai. Donc, pour retenir ce qu'on a fait depuis le mois de septembre, effectivement, ça fait loin. Donc, ce que je vous propose, si personne ne se risque, ok? Donc, on a fait une révision du développement de la loi du dimanche. On a vu les différentes étapes de ce développement et notre point marquant, c'était le cri de minuit en 2018. Et on a vu que depuis 2018, Dieu y répète et élargit le message du cri de minuit, les 2 sources d'information. Est-ce que vous vous rappelez de ça? D'accord? Et pourquoi il fait ça, selon vous? Qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce que vous pensez, même si vous ne vous rappelez pas de ce qu'on a dit? Pourquoi il répète et élargit les 2 sources d'information? Est-ce que vous avez des idées? Marilène, vas-y, lance-toi. Je t'interroge parce que je sais que tu n'es pas timide, alors. Pourquoi, d'après toi, Dieu, il répète et élargit le message des 2 sources d'information? Je vais tourner le tableau, je vais te montrer la ligne. Effectivement, on n'a pas notre tableau de travail, puisque on n'est pas au studio. Donc, on n'a pas tout le tableau, toute la ligne développée, avec tous les différents sujets. Mais si je vous montre simplement cette ligne-là, d'après vous, pourquoi Dieu, depuis 2018, s'il faut qu'on le mette là, on va mettre 2018, cri de minuit, 2 sources d'information. Pourquoi le Seigneur, il ne fait que répéter et élargir ce message, selon vous? Alors, Marilène, tu as une idée? C'est bon? Oui. Déjà, nous avions déjà une mauvaise compréhension de la loi du dimanche. Et en plus, il arrive avec les 2 sous-informations pour nous montrer qu'il y a 2 courants qui vont se confronter sur ce sujet-là. Et donc, Je t'arrête. Il y a 2 courants qui vont se confronter et on avait donc une mauvaise compréhension. Donc, j'aimerais qu'on parte de là et quelqu'un d'autre m'explique c'est quoi cette mauvaise compréhension qu'on avait sur la loi du dimanche. Et pourquoi, si possible, en lien avec les 2 sources d'information. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, ou nous expliquer du moins, selon ce que vous comprenez, hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Natacha, vas-y. Alors, on n'avait pas conscience qu'on était mal positionnés sur le plan politique et que nos positions nous auraient amenés à avoir
Mal positionné sur le plan politique. On était de droite. Voilà. On était de droite, ce qui fait que si on avait continué dans cette voie-là, ben, on se serait mal positionné au niveau de la loi du dimanche. Ok. Donc là, on était de droite. Et maintenant, tout ça, on était de droite, jusque-là. Et là, maintenant, le Seigneur, avec le cri de minuit, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Ben, de changer de position. De changer de position. Moi, ce que je voulais apporter comme information par rapport à ta première question, c'est que c'est un message tellement profond qu'il était obligé d'aller en profondeur et au fur et à mesure. Donc, le fait de répéter nous apporte des informations supplémentaires qu'il ne pouvait pas nous donner au début. Élargir, voilà. Et donc, parce qu'on n'aurait pas été en mesure de les comprendre. Donc, il a fallu qu'il fasse couche sur couche, de profondeur en profondeur, pour nous permettre de comprendre c'est quoi les deux sources d'information. Merci. Donc, de ce que je retiens de vous, nous étions mal positionnés en 2018. Le test de la loi du dimanche approchait. Et comme ce test, il est salutaire, c'est une question de vie ou de mort, donc le Seigneur, il devait donc déconstruire, la réponse de Marilène, déconstruire nos fausses doctrines et nos biais pour qu'on puisse vraiment se positionner, parce que la loi du dimanche est une question politique, non pas avoir la philosophie de la droite, mais avoir la vision du monde ou la philosophie de la gauche pour qu'on puisse se positionner correctement dans le sujet de la loi du dimanche. Jusqu'ici, vous vous rappelez, c'est clair? Ça va? Donc maintenant, pourquoi je marque, selon vous, guerre culturelle et féminisme radical? On ne l'a pas encore vu, mais pour entrer dans le sujet, pourquoi je marque cet élément-là, guerre culturelle? Parce que vous n'avez pas vu d'autres personnes, d'autres enseignants, inscrire guerre culturelle à la loi du dimanche. C'est moi qui l'écris. Est-ce que je vous inculque une hérésie ou pas? Alors pourquoi, selon vous, alors je ne vais pas demander à Samuel, mon ami, mais j'aime beaucoup Samuel, je vais souvent dans sa classe d'apprentissage et on a de vives discussions avec la classe en Guadeloupe. Mais Samuel, néanmoins, pourquoi selon toi je marque guerre culturelle à la LD? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment tu relis la guerre culturelle avec la LD? Pourquoi ce sujet? Ben là, j'ai trop de réponses. Vas-y, donne-moi au moins une. Je ne sais pas laquelle. Il n'y a pas de mauvaise réponse, parce qu'on peut arriver à relier les réponses entre elles. Est-ce que tu veux réfléchir un peu, oui. Un peu plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir au secours de Samuel? Pourquoi on écrit guerre culturelle? J'écris guerre culturelle. Qu'est-ce que vous allez prendre dans ce schéma de guerre culturelle pour le relier avec la LD? Qu'est-ce qu'on a vu? Ou qu'est-ce que vous savez? Oui, Raymond, vas-y. C'est juste parce qu'avant, on pensait que c'était sabbat dimanche. Oui. Et donc, on a compris après ces cultures. D'accord. Sabbat versus voilà. Dimanche. Donc là, avec le message, on a vu que depuis quand on a compris que ce n'était plus une question de sabbat versus dimanche? Qui est-ce qui parle? 2019? D'accord. Donc, depuis 2019, le Seigneur, qui est une balise qui marque l'accroissement de la connaissance pour la LD, le Seigneur, il a commencé à déconstruire toutes nos fausses doctrines pour nous amener pas à pas vers le vrai sujet de la guerre, de la loi du dimanche, que j'intitule guerre culturelle, mais on sait que dans cette guerre culturelle, il y a plusieurs éléments et c'est ce qu'on va voir. Tu veux répondre sur les éléments de la guerre culturelle? Ok, vas-y. Natacha, elle souhaite s'exprimer. Je pense aussi que le fait de mettre sabbat dimanche, ça concerne uniquement l'adventisme. Or, le fait d'apporter guerre culturelle, le test de la loi du dimanche, c'est un test pour l'adventisme, mais c'est aussi mondial. Donc si on met sabbat versus dimanche, on le localise uniquement à l'adventisme, tandis que en élargissant au terme guerre culturelle, on comprend que le sujet il dépasse l'adventisme, c'est un sujet qui va impacter le monde entier. Donc forcément, c'est culturel. Donc je suis d'accord, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. On va rebondir sur ce que Natacha a dit, on va la challenger. Parce que quand on revient en 2018-2019,
Même si on disait que la loi du dimanche était une question de sabbat le dimanche, est-ce qu'on l'intégrait qu'uniquement au niveau de l'adventisme? Donc, challenger Natacha, parce que Natacha, elle est en train de dire quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, et vous aussi. Alors, qui veut challenger Natacha? Alors, je ne vais pas la challenger parce que je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Alors, vas-y. Et peut-être que le mot approprié, c'est qu'on pensait que c'était religieux, que religieux. Alors, Natacha, est-ce que c'est ce que tu veux dire? Ok, donc c'était une question religieuse, mais à ce moment-là, on pourrait demander, Sophie, on pourrait se poser, est-ce que la guerre culturelle n'inclut pas la religion aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse dans cette guerre culturelle? Mais elle en fait partie, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas que ça. Alors, on va le voir. On prend ta réponse, mais on va le voir sans développer ce qu'est la guerre culturelle. Je ne veux pas développer, mais c'est aussi parce qu'on change aussi de sujet de LD par rapport à la réponse de Natacha, c'est qu'on prenne conscience que sabbat dimanche, c'est pour ça que je comprends quand elle dit c'était l'adventisme. Si tu veux, c'était un peu l'adventisme contre le monde, entre guillemets, mais avec le sujet du féminisme radical, qui est aussi une problématique religieuse, là, on touche vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que ça devient culturel. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse ou est-ce que quelqu'un a un élément complémentaire? Je suis d'accord avec cette réponse, mais il faut aussi bien voir qu'à l'époque, parce que là, à l'époque, on pensait vraiment que c'était, comme tu dis, une guerre entre l'adventisme et le monde. Donc, c'était vraiment, on était au cœur, l'adventisme était au cœur de ce conflit, de cette grande controverse. Donc maintenant, ce qu'on va voir, et par contre, il y a un élément que vous ne m'avez pas dit, pourquoi, sur la ligne, Dieu, il répète et élargit, il y a une réponse que je n'ai pas entendue, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Alors, Natacha l'a un peu exprimé, mais qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Est-ce qu'il y a un autre élément de réponse? Ça va compléter ce que Natacha nous avait dit, dans le sens qu'on était à droite et il fallait qu'on se mette à gauche pour avoir la bonne vision du monde. Mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ça, c'est au niveau du mouvement, mais au niveau individuel. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut toujours nous montrer? Oui, Raymond. Attends le micro, s'il te plaît. Est-ce que c'est parce qu'on était conservateur? Il y a cette notion, oui, qu'on était conservateur, mais est-ce que tu peux expliquer plus, la développer en quelques mots? On était plus centré sur la Bible. Je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est ta pensée, donc il oui. faut la défendre. Oui, sur la Bible, l'esprit de prophétie, on était, voilà, c'est... Oui, mais c'est quoi le lien avec le conservatisme? Parce que, bien que ce soit une guerre culturelle, moi, quasiment tous les jours, je lis l'esprit de prophétie. Est-ce que ça fait de moi une conservatrice? Parce que si je comprends ta réponse, si je lis la Bible et l'esprit de prophétie, je suis conservatrice. Est-ce que c'est parce qu'on ne comprenait pas ce qu'on lisait, justement? Il y avait une question de compréhension et de dispensation. D'accord. Mais encore, est-ce que, Josiane, tu as une idée? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu voulait te montrer à toi particulièrement? Rappelle-toi, toutes les réponses sont justes. Conservateur, on était conservateur, conservatrice, on était donc à droite du mauvais courant politique, mais pour moi, toi, moi, qu'est-ce qu'il veut montrer? Moi, je pense qu'il y a une chose qui m'échappait, c'est que je ne vivais pas selon la dispensation, selon le contexte. D'accord, c'est-à-dire? Parce que j'étais toujours sur un passé. Tu étais dans l'histoire de 1888, voilà, tu veux dire, ok? Dans le passé. D'accord. Et maintenant, il est important de regarder aujourd'hui l'histoire, ce qui se passe autour de moi, une réalité qui m'échappait. Ok. Et que je ne savais pas, en quelque sorte, lire ou... Oui, je ne savais pas lire. Je suis d'accord. Mais il faut qu'on... C'est-à-dire que là, tu rebondis sur la réponse de Raymond, le conservatisme. Mais il y a une autre dimension. Il faut qu'on élargisse notre pensée. Ce qui est juste, ce que tu dis. Mais Sophie veut s'exprimer. Vas-y, Sophie. Tu veux parler, Je laisse parler Rosemary d'abord, alors. Si vas-y, Rosemary. Dieu m'a fait comprendre que j'étais raciste, sexiste et homophobe. D'accord, on va prendre cette idée, parce que c'est important,
on trace la ligne, on met les sujets, mais l'œuvre principalement, c'est individuel. Dieu veut nous montrer notre état, d'accord? Donc notre état, mais encore. Alors il y a qui veut parler? Sophie, vas-y. C'était un peu sur la même Oui. longueur de pensée, dans le sens où le fait de répéter nous permet de prendre conscience, parce que Rosemary, elle l'a dit dans un premier temps. Oui, on l'a dit dans un premier temps, on est sexiste, raciste, tout ça et homophobe. Sauf qu'on le dit. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient à quel point on l'est vraiment? Et si je comprends un peu la logique de la répétition du message, c'est de nous montrer justement ce qu'on ne voit pas vraiment chez nous, quoi. Par rapport au thème de l'égalité. Oui, je parle du thème de Parce que l'égalité. justement, le thème de la loi du dimanche, c'est l'égalité. Et nous, on a pris la dimension, rappelez-vous, bon, c'est un concept qu'on a, ça fait des années qu'on le dit, on regarde au top de l'iceberg, on regarde ce qui est le plus visible. Donc on disait, oh, on n'est pas, les hommes disaient, ils sont pas sexistes, nous, on fait la cuisine, on fait le repassage, etc. D'accord? Ça, c'est le top de l'iceberg. Mais plus profondément, après, si vous vous rappelez, avec Carl, je ne vais pas dire Carlito, avec Carl, on avait fait une étude vraiment sur le sexisme, et il nous avait montré ce qu'il y avait en profondeur, ce qu'on ne voyait pas. Et toute cette charge mentale, ou bien ce fonctionnement, cette vision, cet état de pensée, donc Dieu veut déconstruire aussi cela en chacun d'entre nous, parce qu'on disait, on a accepté le message de l'égalité. On l'a accepté, nous sommes encore là aujourd'hui, donc en 2019, on l'a accepté, le message de l'égalité, d'accord? Mais peut-être qu'après, en 2020, qu'est-ce qu'il nous montre? Le taureau à Pisces. On l'a accepté dans la forme, mais pas dans le fond. Donc on se piège, on se leurre soi-même. Vous êtes d'accord? Donc pendant toutes ces années, jusqu'en 2023, encore aujourd'hui, mais avec les vêpres, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Il veut nous montrer qu'en fin de compte, même si en France, on était censé être, pour la plupart d'entre nous, des adventistes libéraux et libérales pour les filles, donc on portait déjà nos pantalons, on se maquillait, nos talons, on était considérés dans la forme comme des libéraux et des libérales. Mais en fin de compte, on avait, par rapport au sujet de la loi du dimanche, de la guerre culturelle, un positionnement conservateur. D'accord? Et encore aujourd'hui, on l'a. Et dans ce développement du message, il veut non seulement nous montrer qu'on a cet état d'esprit encore conservateur, et on n'est pas encore arrivé au bout. On a en plus une pensée libertarienne, parce qu'on se dit, on veut un petit gouvernement, non pas une grande organisation. Je veux faire ce que je veux. Je veux observer le sabbat comme je veux. Si je veux payer ma dîme, je paye ma dîme. Si je ne veux pas la payer, je ne la paye pas. Si je veux me maquiller ou porter mes bijoux, je les porte. Si je ne veux pas que quelqu'un me parle d'une façon, je veux une communication non violente, etc., etc. Donc, en fin de compte, dans la forme, on dit qu'on a accepté le message de l'égalité, mais en 2022, avec le sujet de la pensée du libertarianisme, Dieu est en train de nous montrer que depuis 2018 jusqu'à 2022, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que dans la forme, oui, on est égalitaire. Mais dans notre état d'esprit, il n'a pas réussi à déconstruire notre état d'esprit. On est encore resté du côté de la droite. Et il nous faut prendre conscience de cette réalité, parce qu'on approche de la loi du dimanche et on va échouer au texte tout en étant au sein du mouvement. D'accord? Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est bon pour tout le monde? Tu souris, Adeline et Dorian. Vous voulez dire quelque chose? Ok. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le sujet de la guerre culturelle. Et je vais vous donner... on va lire une citation. Alors, la technique, je vais vous demander de... publier ça, vous affichez cette diapo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? L'expression guerre culturelle a été inventée par le sociologue James Davidson Hunter
en 1991, il oublie un ouvrage. Ah, pardon. Il publie un ouvrage intitulé Culture Wars, The Struggle to Define America. Alors, la guerre culturelle la guerre culturelle, la lutte pour définir l'Amérique. Travailler sur cette définition, quels sont les éléments que vous prenez de cette définition pour comprendre la guerre culturelle? Le cœur de la guerre culturelle, selon vous, c'est quoi? Alors, dites-moi quelles informations vous prenez et ayez à l'esprit cette question. Quelle est l'information la plus importante dans la phrase? Je vous écoute. Alors, attendez le micro, s'il vous plaît. Moi, je retiens qu'elle a été inventée. L'expression guerre culturelle, donc c'est une nouvelle expression inventée. Voilà. C'est une nouvelle expression, ok. Bon, quelqu'un d'autre? Donc pour toi, nouvelle expression, c'est le mot le plus important? Elle est où, Johanna? Ah, c'est le mot le plus important pour toi dans la phrase, nouvelle expression? Je dirais c'est la première pensée que je vais retenir. D'accord. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Amanda, pour toi, quel est le mot le plus important ou le groupe de mots le plus important pour toi dans cette définition? La guerre culturelle, le mot guerre culturelle. Alors le mot guerre, qu'est-ce que ça implique? Qu'il y a un conflit. Alors, oui, conflit, mais qui oppose quoi ou qui? S'il y a conflit, ça veut dire qu'il y a combien d'entités? Il y a deux groupes. Au moins deux, d'accord? Donc ça veut dire que s'il y a une guerre culturelle, il y a deux parties. Donc il y aura une partie pour et une partie contre. Contre, ok. Ensuite, quelle autre information? Tu dis? Sociologue. Donc, quand tu dis sociologue, pour toi, qu'est-ce que ça équivoque quoi pour toi? Donc, ce sont des questions sociétales, de société. D'accord? La guerre culturelle, c'est une question qui touche les hommes et les femmes, les rapports entre les hommes et les femmes dans la société. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une question de relation et aussi de perception. Donc, on va mettre société, homme-femme, d'accord? Relation. Ensuite, vous n'avez pas encore donné le mot le plus important, mais peut-être, je vais redire, guerre culturelle, d'accord? Guerre de culture ou guerre culturelle, la lutte pour définir l'Amérique. Attends, je veux donner la parole à d'autres personnes. Floranie, tu voulais dire quelque chose? Non? Vas-y, Estelle. Je dirais pour définir l'Amérique, parce que on voit que c'est un problème d'identité, en fait. Voilà, c'est un problème identitaire. En fin de compte, quand on dit c'est un problème identitaire, comment vous l'exprimez? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous le comprenez qu'on dit c'est une question identitaire de l'Amérique? Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas, dites-moi, ça veut dire quoi? Alors, non, qui est-ce qui parle? Levez la main, prenez le micro. Attends. Oui, je disais que c'était quelque chose qui représentait en fait l'Amérique. Donc, l'identité de l'Amérique, c'est quoi? C'est quoi ça? Quelque chose qui représente l'Amérique? La représentation identitaire. J'aurais voulu un autre mot, Pascal. Le protestantisme? Je ne sais pas. Le mot identité, on va garder le mot identité, d'accord? Donc, ce qui fait de l'Amérique ce qu'elle est, je ne sais pas comment le dire en un seul. Son caractère. Mais je pense que, voilà, son caractère, sa profession, ses valeurs. Voilà, son ADN. Donc, ça veut dire que, je termine ma pensée, je te prends, ça veut dire que par rapport à la définition de l'identité, il y aura un parti,
puisqu'on est dans la question de la loi du dimanche. Hein. Donc, il y aura un parti politique qui va défendre une certaine identité et un autre qui va défendre une autre identité. Donc, ça veut dire que dans ce conflit, il y a deux visions. Et s'il y a une guerre, ça veut dire que ces visions, elles polarisent, elles scindent en deux l'Amérique. Vous êtes d'accord? Donc, dans la définition, on peut voir déjà tous ces éléments. Mais il y a encore un autre élément qu'on peut voir, c'est la date, 1991. Mais, Marilène, tu voulais dire quelque chose? Non, mais tu as déjà abondé dans ce sens-là, mais je voulais juste revenir sur le mot société, où on l'a enclavé vraiment dans la binarité homme-femme, et la société, elle est beaucoup plus large sociologiquement parlant, et je pense que ça rentre aussi dans ce sujet-là. Tout à fait. Donc, je le laisse comme ça, et on va étayer, mais je vais mettre plus, alors, je vais mettre non-binaire, relation homme-femme, et plus non-binaire, c'est parlant ou ça veut rien dire? Je suis d'accord avec elle parce que quand on définit juste sur le principe société, là tu t'es déjà projeté dans autre chose parce que je me suis dit mais pourquoi il dit homme-femme? La société, ce sont des êtres humains qui sont reliés entre eux par des rapports. Et quand elle a mis homme-femme, j'ai fait... Parce que je suis déjà conditionnée dans mon étude, c'est pour ça. Donc vous faites bien, non mais vous faites bien de réagir. Donc non-binaire, parce que j'allais revenir sur ce que j'ai écrit au tableau, vous voyez, mais c'est super. Donc du coup, on avait vu 1991, donc si on va dans cette date 1991 dans l'histoire des États-Unis, cette date, elle nous place où? Alors, il y a une personne à côté de Johanna, c'est Abby, c'est ça? Abby, je ne l'avais pas reconnu, pardon. Abby, 1991 dans l'histoire de l'Amérique, parti politique, on est avec qui là? C'est l'étude de Sophie et de Michael Washington. C'est pour ça que je te... Je me souviens pas. C'est pas avec Bush? Non. On m'entend ou pas? Oui, okay. Donc c'est quel parti? C'est les Républicains. Donc la droite. Oui. D'accord? Donc maintenant, si on veut, on ne va pas le faire, mais si vous voulez le faire chez vous, dans votre groupe ou dans votre propre étude, à ce moment-là, il faudra voir quelles sont les valeurs de la droite, d'accord? Dans les valeurs de la droite. Et comme ça, vous allez voir s'ils se positionnent pour ou contre. Mais nous, avec le peu de connaissances qu'on connaît, on peut déjà répondre. Donc la droite se positionne pour ou contre, mais c'est quoi le conflit de la guerre culturelle? Donc on peut pas encore répondre. D'accord. Donc, mais quand on connaît l'histoire de l'Amérique, on se dit, si c'est une question de société, les relations des êtres humains, ça nous ramène où? Le conflit sociétal au sein des États-Unis, ça nous ramène dans quelle histoire? Par rapport à la LD. Rappelez-vous, si on reprend notre ligne, quand on est à l'accroissement de la connaissance, en 2019, quel sujet que le Seigneur il amène là? Il amène le protestantisme, la majorité morale. Et quand on étudie la majorité morale, on voit quoi? Contre qui il se battait? On voit donc les trois mouvements. D'accord? Donc on rentre dans les années 1960 et on voit qu'il y a les trois mouvements. OK? Donc maintenant, quand on prend... On ne va pas le faire, hein, c'est des études qu'on a déjà vues. Donc, si on trace la ligne 1991, on sait qu'on est dans l'administration de George Bush père. Et pour remonter à cette question de société, il nous faut remonter au-delà de 1989, notre temps de la fin 1989, là 1991. Donc, si c'est une question de relation entre les êtres humains, il faut qu'on voit dans l'histoire de l'Amérique quelles ont été les relations des êtres humains dans cette histoire avant. Vous voyez, avant 91.
et suivants. Donc ça va nous emmener dans les années 1960, où on va voir donc le mouvement des droits civiques, d'accord, la seconde vague du féminisme, et Stonewall, la question LGBTQ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va lire maintenant ce que nous disent les journalistes du Monde. Alors, vous pouvez afficher cette citation, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut lire? Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite lire? Merci. L'expression a retrouvé une seconde jeunesse sous la présidence de Trump, qui, après l'ère pacifiée, au moins en apparence, de Barack Obama, a rouvert des batailles sanglantes autour de deux nouveaux fronts. #MeToo, les droits des personnes transgenres, le mouvement Black Lives Matter, l'avortement toujours polarisant le pays. On comprend de cette... quel élément on va ressortir, quels sont les éléments qu'on va ressortir dans cette citation par rapport à notre thème, à l'étude. Pour comprendre ce qu'est cette guerre culturelle. Donc, il y a le mot polarisation, donc on l'a déjà dit, donc il y a deux visions qui polarisent les États-Unis. Il y en a un qui sera pour définir d'une certaine façon l'identité américaine par rapport à son ADN et ses valeurs, et il y en a un autre parti qui sera contre la définition amenée par l'autre parti. D'accord? Donc, et quels sont les sujets brûlants? Pardon? Ce sont les mêmes sujets qui étaient déjà agités bien en amont, que tu as notés sur le tableau là, au travers de MeToo, la lutte pour les femmes, les droits des personnes transgenres et le mouvement Black Lives Matter pour le racisme. Okay. En fait, on voit les trois sujets qui sont réagités, et ce qui a retenu mon attention, c'est qu'ils disent au début, l'expression a retrouvé une seconde jeunesse, quelque chose qui se répète en fait. Sorry. Alors pourquoi? Excusez-moi, Ok. Donc pourquoi ça a retrouvé une seconde jeunesse, sans qu'on rentre dans l'étude? On n'aura pas le temps. Parce que là, on tombe sous la présidence de Trump et le mouvement. Ok. On est sur quel... Sur la présidence de Trump. Qui est? Républicain. Républicain. Donc ça veut dire que dans cette citation, ce qu'on voit, c'est il y a déjà deux... Il nous montre déjà les deux partis. I have to shut down. On voit qu'il nous met dans la lutte des deux partis politiques, droite-gauche. Vous le voyez comme moi? Barack Obama, il est de gauche, et Trump, il est de droite. Donc, et du coup, il dit qu'avec l'ère de Trump, ça a réouvert. Ça veut dire que sous l'ère d'Obama, ces questions n'étaient pas un champ de bataille. D'accord? Mais sous l'ère de Trump, donc 2016, ces questions ont vraiment été bataillées. D'accord? Et ça a encore plus polarisé la société. Alors que, si on reprend la citation d'avant, cette guerre culturelle, on l'avait identifiée déjà en 91. Mais elle a retrouvé un regain, un renouveau sous l'ère de Trump. Et il faudrait comprendre pourquoi. Oui, Sophie? Je disais, c'est parce qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Barack Obama était au pouvoir pendant 8 ans. 8 ans pendant lesquels la droite, ils étaient en train de ruer comme... Ouais, exactement, donc ruer comme un cheval, mais qui était bloqué. Et ça marque vraiment une transition 2016 quand Trump arrive au pouvoir, mais en sachant qu'ils étaient déjà dans les... dans les starting blocks depuis un moment, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme élément par rapport à la LD? Quand nous disons que la LD, c'est une question de culture. Et quand on regarde les sujets qui sont développés au sein de cette guerre culturelle, qu'est-ce que ça nous donne, comme élément? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Donc, on voit que dans cette guerre culturelle, on voit qu'elle est politique. D'accord? Et les sujets de société rentrent dans la politique. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à la loi du dimanche comme information? Que la loi du dimanche, elle est politique, c'est tout. Donc, c'est encore des arguments qu'on a, nous, lorsqu'il nous faut expliquer les raisons pour lesquelles on est versé dans ces sujets. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que pour moi, je fais une étude, ça me permet d'avoir encore des preuves supplémentaires que je peux utiliser pour prouver que la LD, c'est une question politique. Donc forcément, on regarde dans les sources externes. On ne regarde pas forcément dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, la version de la Bible, elle est condensée. Il parlera comme un dragon et fera en sorte que personne ne pourra ni vendre ni acheter. Et ceux qui auront la marque de la bête seront tués. Ça nous donne la finalité, mais ça ne nous donne pas tous les détails, tous les développements. Et dans cette guerre culturelle, on voit que c'est une question politique. Et pourquoi elle est rentrée pourquoi cette guerre culturelle est-elle rentrée dans la politique? Est-ce qu'on va lire ce qu'ils disent? Toujours, on est dans Le Monde, toujours le journal Le Monde, et on va lire à partir de là. Donc on répond à cette question qui est affichée. Pourquoi donc, selon vous, la guerre culturelle est-elle rentrée dans la course de la Maison Blanche? Rappelez-vous, le terme a été inventé au début de notre dispensation, en 91, et on va lire ce qu'ils disent par rapport à... On avait vu les sujets, MeToo, Black Lives Matter, l'avortement, etc. Et on va lire à partir de même à leur moment d'influence. Alors, est-ce que quelqu'un... C'est la suite de la citation qu'on a lue. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Même à leur moment d'influence électorale maximale, les présidences de Ronald Reagan et George Bush, W. Bush, les premières années du règne turbulent de Donald Trump. Les conservateurs se lamentent souvent d'avoir gagné la bataille politique, mais perdu la culture. Ils ont raison. Les guerres culturelles sont une stratégie des conservateurs en réaction au combat pour les droits civiques et les minorités en partie gagnées. Les réseaux sociaux ont fait entrer les culture wars dans leur âge industriel. Le monde est pris au piège de la guerre culturelle américaine. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette citation super intéressante et encore comme une preuve de notre thème, qu'on dit que la LD, c'est vraiment une question de culture et c'est politique. Parce que dans cette citation, on a les deux. Je ne sais pas si vous voyez. Patricia, tu vois? Qui a les deux. Donne le micro à Patricia, s'il te plaît. Mais si, Patricia, c'est nous-mêmes, hein, tu sais, vas-y. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a les deux notions, à la fois politique et culturelle dans la façon dont le journaliste décrit la situation? Tu ne le vois pas? Donc, Johanna, est-ce que tu le vois? C'est écrit, c'est-à-dire que les conservateurs, la phrase le dit, les guerres culturelles sont une stratégie des conservateurs. Donc effectivement, les conservateurs vont agir sur la morale et donc du coup, voilà, c'est vraiment une question de culture, mais on voit que les conservateurs aussi agissent de manière politique. Donc du coup, oui, moi je vois les deux. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur autre chose dans cette citation? Quand on a commencé, Natacha disait qu'on voyait la LD au niveau religieux, sabbat dimanche, au niveau de l'adventisme. Ensuite, Sophie, elle a étayé en disant que c'est la religion dans le monde. Et on dit maintenant que c'est une question de culture, c'est pas une question de sabbat dimanche. Mais quel élément dans la citation qui va nous montrer que cette question culturelle, elle est mondiale? Qui appuie, ce qui va appuyer notre compréhension actuelle de la LD. Alors, qu'est-ce qui vous... C'est pour ça que je trouve cette citation super intéressante. Alors, tout le monde parle en même temps, il faut lever la main. Amanda, t'as déjà parlé. Béatrice, tu veux parler? Quel élément tu vois?
Je vois la phrase qui est soulignée en rouge. Les conservateurs se lamentent souvent d'avoir gagné la bataille politique et perdu la culture. Donc on voit bien une bataille gagnée, perdue, on voit bien le conflit entre la politique et la culture. D'accord, mais là on voit que la culture est rentrée dans la politique. C'est ce que le journaliste nous dit. La culture, elle est rentrée dans la politique, mais cette notion que Natacha et Sophie ont amenée de niveau mondial, universel, la LD, quel élément, vas-y Marilène, je ne t'interroge pas après, c'est Viviane qui veut parler. Ah oui, vas-y. Oui, alors moi je vois les réseaux sociaux. Alors est-ce que tu peux expliquer en quelques mots? Les réseaux sociaux sont devenus un nouvel espace public en fait, où, sur la guerre culturelle, et ça touche tout le monde en fait. Tout le monde en quelques clics, en quelques secondes. En quelques clics, voilà. Ok, mais encore, quel autre élément dans la citation? Alors, il y a quelqu'un d'autre. J'entends marmouiller par là. Je ne sais pas si c'est Dorian qui voulait dire quelque chose. Non? Adeline? Alors, attends le micro, Adeline. Le monde, le deuxième mot. Le monde, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu choisis ce mot? Qu'est-ce qui nous est dit? Ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne tout le monde, c'est tout le monde qui est concerné, en fait. Concerné dans quoi? Dans la guerre culturelle, en fait. Oui, mais vous me dites concerné. Étayez votre réponse. Tout le monde est concerné dans cette guerre culturelle par rapport donc au féminisme radical, par rapport à la question LGBTQ, par rapport à l'égalité des genres. Donc ça nous touche. Ça te touche toi, Adeline, ça me touche aussi, ça touche tous les individus. Donc nul n'est épargné. Donc ça nous montre cette universalité de la question de la LD. On ne peut pas dire aujourd'hui ces questions sociétales ne m'intéressent pas, je me mets de côté. Non, parce qu'on est tous touchés d'une certaine façon, soit par les réseaux sociaux, soit dans notre vie personnelle, professionnelle, ou familiale, ou amicale. Oui, tu veux dire, Marilène? La citation est vraiment forte parce que je trouve qu'elle fait vraiment écho à ce que Ellen White dit quand elle présente la loi du dimanche. Elle dit d'abord c'est localisé, et ensuite elle devient mondiale. Et la citation le montre bien parce qu'on voit que d'abord c'est localisé en Amérique, aux États-Unis, et ça va se déployer au travers des réseaux sociaux et ça va vraiment se noyer toucher le monde en fait. Et ce qui se joue aux États-Unis, ça c'est mondial en fait. Et ça fait vraiment écho à cette citation. En tout cas, merci. Donc, je pense que c'est une citation qu'il vous faut garder, qu'il nous faut garder, parce qu'elle est vraiment, quand on la décortique, elle est vraiment puissante pour appuyer ce qu'on dit. Oui, Natacha, vas-y. Pour aller dans le sens de la citation et pour revenir par rapport à la notion de sabbat dimanche, je me rappellerai toujours la première fois où l'ancien Parminder nous avait dit est-ce que vous pensez que les Indiens seraient concernés par cette notion de sabbat versus dimanche? Oui, je me rappelle. Et ça prend du temps à déconstruire une idée forgée depuis des années, de se dire que, alors qu'on a grandi en se disant le monde va être polarisé par le pape qui va introduire un jour d'adoration, et que nous, on va lutter contre ce jour d'adoration, de se dire ça ne va pas être le cas. Et là où je voulais revenir quand j'ai dit comme quoi sabbat versus dimanche, ça ne concernera pas tout le monde, et que ça concerne essentiellement l'adventisme, mais tu l'as bien résumé, nous on comprenait l'histoire un peu comme une histoire américaine, en se disant nous allons lutter pour défendre notre sabbat, et le monde sera à l'encontre, va venir nous imposer, et nous on va être les warriors pour venir gagner cette bataille. Tandis qu'avec la guerre culturelle, là où le sabbat ne va pas concerner les Indiens, là où le sabbat ne va pas concerner les Iraniens, là où le sabbat ne va pas concerner tous ceux qui ne vont pas adorer ce jour-là, la loi du dimanche est une loi qui va nous impacter personnellement, d'où l'expression le personnel et politique, parce que je suis obligée de me positionner pour ou contre l'égalité, pour ou contre le bon féminisme, pour ou contre les LGBT. Exactement, donc non seulement le personnel est politique, mais la culture est politique, on l'a vu là, il le dit, d'accord? Donc, Pascal, tu as levé la main, c'est bon? Natacha a exprimé ta pensée. On va continuer, et là, on va prendre un exemple. Les effets de la guerre culturelle en Floride. Donc, j'avais vu, on avait posté sur le forum un article par rapport à Disney et les entreprises américaines pour la Gay Pride qui faisaient des produits à l'effigie avec le drapeau
LGBTQ et les réactions vives qui ont été suscitées par rapport à cette campagne. Et on va essayer d'aller dans le reste de temps qui nous reste. On va voir les effets de la guerre culturelle en Floride. Pourquoi? Parce que cette guerre culturelle, on vient de lire, elle est universelle et elle se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elle se passe aussi dans les écoles, dans les entreprises, partout, d'accord? Et au niveau de la guerre culturelle, la Floride, c'est vraiment l'épicentre, c'est vraiment le symbole où se joue cette guerre culturelle. Et un nom qu'on connaît bien, le gouverneur Ron DeSantis, qui est un républicain, d'accord, qui est candidat à la présidentielle pour 2024, il est du côté contre, parce que même si on a identifié que c'est les relations, les trois mouvements, donc lui, il dit que ça, c'est pas l'identité, les valeurs de l'Amérique, d'accord? Donc il combat cette inclusion, on va dire, ou cette intégration de tous les êtres humains, d'accord, qui constituent l'identité américaine. Donc, on va lire cette citation. Non, alors je ne l'ai pas, je vais vous la mettre. On va lire cette citation et où je vais vous la résumer. Il nous est dit que, vous savez que Disney avait des exonérations de taxes, mais comme il s'est positionné du côté pour l'intégration donc de toute la population j'appelle ça l'intégration, il s'est positionné du bon côté de cette guerre culturelle, donc du coup maintenant il est devenu la bête noire, d'accord? Et en Floride, ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous le voyez au tableau là, the Sunshine State, c'est une loi. Et cette loi, cette particularité, c'est qu'elle défend aux enseignants de parler d'éducation sexuelle et de santé sexuelle. Et qu'on sait que si on retrace la question de l'éducation sexuelle, on va dans le mouvement seconde vague du féminisme, d'accord? Et on rentre justement dans les années 80-90 de la droite, d'accord? Donc du coup, à ce moment-là, cette loi, c'est un projet, elle n'est pas encore passée. Et je me suis dit, tiens, l'éducation sexuelle et la santé sexuelle, ne pas en parler avant la 6e. Ça m'a fait tilt, parce que moi, il nous est dit ne pas parler des règles à l'école. Et moi, je me suis dit, mais c'est en 6e que j'ai eu mes règles. Et je me rappelle à quel point j'étais traumatisée. Et je me suis dit que si j'avais eu ces cours, j'aurais pas été aussi traumatisée. Et ils disent, laissez aux parents le soin d'éduquer leurs enfants. Et je me suis dit, ben oui, mais ma mère, elle m'a dit ça, mais elle n'est pas rentrée dans tous les détails, hein, d'accord? Et donc, du coup, je me suis rappelé que c'était en 2018, j'étais en région parisienne et je discutais avec des mamans et qui me disaient, elles étaient vent debout contre cette réforme des écoles pour pouvoir parler de l'éducation sexuelle. Et moi, je disais à l'époque, mais c'est quoi au juste, parce que je ne connaissais pas. Mais la façon dont elles m'ont expliqué ce programme scolaire, j'ai dit, effectivement, si c'est pour dire à nos enfants qu'ils peuvent porter, le garçon peut porter une robe rose et jouer à la poupée, forcément, moi, je serais en parent, j'aurais pas voulu, ou qui peut être gay ou pas. En fin de compte, c'est cette image qui a été, c'est cette compréhension qui a été véhiculée. Et je me suis dit, mais ça, c'était 2018, Chimène. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que les choses ont changé? On va voir. Alors, on va déjà définir ce que c'est que ce programme d'éducation sexuelle. Donc, c'est pour préparer les élèves à leur vie d'adulte, d'accord? Elle se fonde sur les valeurs d'égalité, de tolérance, de respect de soi et d'autrui. Elle veille à garantir le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. L'éducation à la sexualité en milieu scolaire contribue à l'apprentissage d'un comportement responsable dans le respect de soi et des autres. L'éducation à la sexualité est une démarche éducative qui vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques.
identifier les différentes dimensions de la sexualité, biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juridique, développer l'exercice de l'esprit critique, favoriser des comportements responsables individuels et collectifs, faire connaître les ressources spécifiques d'information, d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de l'établissement. Et cette démarche s'inscrit dans la politique nationale. On a vu que la culture est politique, et là encore, on le voit. De prévention et de réduction des risques, grossesse précoce, non désirée, mariage forcé, infections sexuellement transmissibles, sida, comportements homophobes, sexistes et contre les violences sexuelles, et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la prévention des violences et cyberviolences sexistes et sexuelles. Donc quand j'ai lu ça, donc 5 ans après, je me suis dit, mais pourquoi les personnes avec lesquelles j'ai parlé m'ont donné une fausse information, en fin de compte? Parce que ça, c'est quelque chose qui est sur le web depuis 2014, quand j'ai remonté. Je termine et tu pourras. Donc je me suis dit, pourquoi? Et je me suis dit, on est vraiment dans deux courants d'information par rapport à cette guerre culturelle. Natacha, et après je continuerai. Vas-y. Je ne veux pas bloquer ta pensée, mais ce n'est pas une fausse information on m'a donné, qu'on t'a donnée. Il faut comprendre que quand on est conservateur, on est très axé sur la morale. Et donc, la morale va venir protéger toute la notion de sexualité, de ne pas inciter à rentrer dans une vie sexuelle, et toutes les notions conservatrices vont venir pour dire, attention, si on aborde ces sujets, on va venir inciter quelque part à la sexualité. Et autre chose, c'est que comme quand on a un comportement conservateur, on est de ce fait homophobe, le fait d'apporter cette information sur le fait que les homosexuels sont de nature normale, entre guillemets, c'est pas le fruit du péché, ça vient à l'encontre d'une moralité, d'un esprit moral. Donc c'est deux cultures, c'est pas le fait que il faut changer de culture pour accepter cette notion d'information. Oui, mais alors pourquoi la discussion, parce que j'ai pas une discussion à l'échelle de... On vous entend plus, Chimène. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc, les quelques discussions que j'ai eues avec les personnes, la discussion était centrée sur l'homosexualité, alors que ce qu'on a vu là, c'est les mariages. Plus loin, on va voir mariage forcé, violence sexuelle, grossesse anticipée. Vous voyez, il y a de la prévention. Pourquoi tout le débat a été focalisé que sur cet aspect-là et en oblitérant tous les autres thématiques? Parce que ça fait peur. Il y a la notion de peur. Moi, je me rappelle de cette circulaire qui était passée à un moment au niveau des écoles, comme quoi il y avait cette loi qui allait changer pour venir apporter la notion de sexualité au niveau des écoles. Et ça disait, on va enseigner l'homosexualité et expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est qu'être... on disait même, vous avez le droit de vous masturber, vous avez le droit de dire que vous êtes un garçon, et il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui, avec sa lecture biblique, va venir prendre ça comme une attaque à ses valeurs morales. Donc elle va voir ça comme étant une porte d'entrée pour venir apporter des valeurs qui vont aller à l'encontre de sa moralité. Et c'est ce qui se passe. Et de l'éducation qu'elle veut donner à ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé avec Ron DeSantis, parce que lui, il a voté une loi qui était encore plus forte que ça, c'était « Don't say gay ». Ça veut dire ne parlez pas des gays. Donc toute la notion de gay était à bannir. Interdiction de nommer le nom gay. Ça a été loin, mais merci Natacha. Donc on va voir quelques exemples, puisqu'on a dit que cette guerre culturelle, elle est mondiale. Donc on va prendre 3 exemples.
Donc là, c'est un exemple du 18 septembre 2023, vous voyez, oui, en Belgique. Donc par rapport à ça, il y a 8 écoles qui ont été vandalisées, mais ça vient des milieux ultra-conservateurs, d'accord? Ensuite, on va prendre l'exemple au Québec, et là, c'est en 2018, d'accord? Donc les parents, ils ont enlevé leur enfant de l'école pour qu'ils ne puissent pas assister à ces cours. Et ils ont véhiculé l'idée que il fallait inciter les enfants à de multiples expériences sexuelles, et c'était un grand mensonge. Et en France, en 2023, donc là c'était l'ancien ministre, il nous dit que cette loi, elle prévoit une éducation à la vie affective et sexuelle à l'école, mais elle est peu respectée. Face à ce constat, le gouvernement veut relancer ce chantier malgré des attaques venant principalement de l'extrême droite. Donc il est nécessaire d'améliorer la situation. Parce que cette situation, sinon, elle va donner l'entrée, elle va ouvrir la porte à des discriminations et elle va susciter des violences sexuelles et sexistes. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants est primordiale par rapport à leur positionnement de la guerre culturelle. Nous, en tant que parents, c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter sur ce sujet-là, puisque en France, on a une dizaine d'enfants. Donc, vous, en tant que parents, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez à en parler librement à vos enfants et à leur permettre de comprendre cette guerre culturelle et qu'il faut se mettre du bon côté? Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet exemple-là, parce que dans cette loi où la Floride, cette loi Sunshine, où la Floride est l'épicentre de la guerre culturelle, cette question-là, par rapport aux enfants, a pris vraiment une ampleur plus. Oui? Je ne sais pas si je vais être claire dans ce que je vais dire, mais quand je lis ce que tu nous présentes, eh bien, je me relie vraiment à la question de l'identité tout à l'heure qu'on a mis sur le tableau, caractère, oui, profession, valeur, etc. Et le fait d'ouvrir cette façon de faire aux enfants, ça apporte l'esprit critique que tu as mis au tableau tout à l'heure, et donc ça vient challenger en fait cette identité, et ça vient un peu la mettre en difficulté en fait, et les enfants peuvent avoir peuvent construire une autre identité que celle que l'Amérique, par exemple, alors si on prend le cas de l'Amérique, veut transmettre à ses enfants pour en faire de bons Américains. Et donc, du coup, ça vient challenger cette identité, ça vient de la mettre en difficulté. Et donc, c'est pour ça que ceux qui sont contre luttent foncièrement contre cette éducation sexuelle à l'école, parce que ça va leur permettre de perdre la main, en fait, sur leurs citoyens, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je voulais dire. Oui, moi, j'ai compris ta pensée. Et n'oubliez pas que notre étude, c'est toujours sur la guerre culturelle et la pensée libertarienne. On sait que l'éthos de la droite, c'est donc la liberté. Et dans cette guerre culturelle, l'élément qu'ils vont mettre en avant, même au niveau donc de cette éducation sexuelle au niveau des écoles, ça sera justement cet éthos de la liberté qu'ils vont mettre en avant pour justifier leur action, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir. Et dans l'étude on n'y a pas été, mais Sophie en avait parlé de cette étude-là. Quand on étudie le Parti libertarien, on constate que il est lié, ses leaders sont liés à l'extrême droite. Mais on voit aussi sous l'ère de Trump, que Trump, lui, il parlait à toute la droite. Il parlait pas qu'aux conservateurs, qu'à la droite chrétienne. Vous êtes d'accord? Il parlait aussi aux milices, d'accord? Et encore aujourd'hui, il parle aux milices. Mais il parlait aussi aux groupes ultra-conservateurs, donc les milices, à la droite chrétienne, à tout l'échiquier de la droite, parce qu'il faut qu'il ait le vote du plus grand nombre pour pouvoir passer. Et aujourd'hui, alors qu'il veut conquérir de nouveau la présidence, il fait la même chose. Donc on va voir si ce groupe qui a cette pensée libertarienne et qui est donc ultra-conservateur, puisque on a vu dans la citation que c'est des ultra-conservateurs qui défendent, qui sont contre, qui se battent contre cette question d'éducation des enfants, comment la droite se positionne, d'accord? Donc on va lire
cette citation, si vous le voulez bien. Je ne connaissais pas cette ONG qui s'appelle Southern Poverty Law Center, et elle lutte donc contre l'extrémiste. Et l'année 2022 a été l'année où elle a recensé le plus de groupes haineux aux États-Unis. Et dans ce groupe haineux, l'un des nouveaux groupes qui a eu une croissance exponentielle plus a été le groupe Mum for Liberty. Déjà dans le nom Mum, maman, pour liberté, on sait déjà tout de suite sur quel échiquier politique on se trouve. On est à droite, d'accord? Donc ça veut dire qu'on sera, si on est à droite, ça veut dire on a toutes ces caractéristiques. Liberté, c'est notre ethos. On veut un petit gouvernement, pas le contrôle d'un grand gouvernement. Et justement, par rapport à l'identité de l'Amérique, on a une identité, on a une représentation de l'Amérique comme étant un pays puritain, d'accord, un pays dont les valeurs sont contre l'intégration du mouvement féministe LGBTQ et Black Lives Matter, d'accord? Donc du coup, ce groupe de femmes a vraiment suscité l'intérêt de cette organisation qui recense les groupes haineux. Et ce groupe se focalise donc en Floride sur les questions éducatives. Et on va voir son lien avec la droite. Et ce groupe, Mum for Liberty, est vraiment catégorisé et désigné comme un groupe extrémiste semblable aux suprématistes blancs, aux Proud Boys et au Ku Klux Klan. Pourquoi? Parce que leur credo, c'est raviver les flammes de la liberté dans les établissements accusés de vouloir priver les enfants de cette sacro-sainte liberté sous couvert de la lutte du Covid. Elles ont commencé, ça a été créé avec la Covid. Donc on sait ce qui s'est passé aux États-Unis, la polarisation par rapport, même en France, partout dans le monde, par rapport à cette infraction de notre liberté, cette contrainte de devoir porter des masques ou autre, d'accord? Donc elles ont pris naissance avec cette histoire. Donc et ce qu'on nous dit, ce qu'on va nous dire, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais ce que je veux vous montrer par rapport à ce groupe, ce groupe de femmes est comparé beaucoup au mouvement de majorité morale et de Tea Party. La semaine dernière, Natacha a parlé du Tea Party, Jean-Marie a parlé de la majorité morale. Donc on voit que ce n'est qu'une continuité de tout le sujet de la loi du dimanche qu'on développe depuis 2018-2019. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quel que soit dans cette guerre culturelle l'élément qu'on va prendre, on va voir qu'on peut retracer la ligne dans notre dispensation à partir du cri de minuit. Donc, on peut voir qu'on est vraiment dans cette agitation de la loi du dimanche et que notre compréhension par rapport à la thématique et au sujet de la loi du dimanche, on ne se trompe pas. Parce que quel que soit l'endroit où on regarde, c'est exactement le sujet qui est agité. Que ce soit au niveau des enfants, à l'école, au travail ou dans la politique, c'est le même sujet. D'accord? Ils nous disent que l'ensemble des candidats conservateurs, donc on est dans quel parti? Républicain, d'accord? À l'élection présidentielle de 2024, donc demain, à commencer par Ron DeSantis et Donald Trump, vont prendre la parole à l'occasion de la grande messe des Mum for Liberty. Et quand on connaît l'histoire, si on se met là un peu avant, puisqu'il nous faut toujours aller à 10 ans avant, 1979, on sait que là c'était Reagan, et on sait que la majorité morale a fait son travail parce qu'elle a élu donc un républicain pour promouvoir ses valeurs. Et ses valeurs, c'est quoi? Ses valeurs, c'est une Amérique, mariage homme-femme, femme soumise au le patriarcat, etc., etc. Donc vous voyez bien que quel que soit l'endroit où on commence, on voit que la droite
Et cette thématique, cette identité de l'Amérique, on peut la retracer n'importe où sur notre ligne. Donc quand on dit que la LD... Le mic est... OK. Quand on dit que la LD, c'est une question culturelle, dans notre histoire, dans notre dispensation, qui a commencé en 89 et qui se finit à la seconde venue, on voit qu'on est pile poil dedans. On n'a rien inventé. Et ça doit nous conforter et nous affermir dans le message. Et nous conforter dans le fait que Dieu, il veut vraiment déconstruire nos biais pour nous affermir et nous changer à la fois dans la forme et dans notre état d'esprit pour passer le test de la loi du dimanche. Donc vraiment, toutes ces études, ça doit nous conforter dans ce sens. Et on voit que pour l'élection de 2024, la droite ira vers les groupes ultra-conservateurs pour avoir des voix et promouvoir leur programme. Donc ça veut dire que 2024, on est sûr d'avoir encore la guerre culturelle, mais un autre échelon qui sera gravi. D'accord? Puisqu'on arrive, merci, répétition, élargissement, parce qu'on arrive à la balise du Grand Est pour nous. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette étude, de ne pas nous fourvoyer. D'accord? Ne pas croire parce qu'on professe, parce que c'est ce qu'Ellen White nous dit, à la loi du dimanche. Donc, les États-Unis, ils professent adhérer au fondement constitutionnel et de la déclaration d'indépendance, mais quand ils parlent, leurs actes et leurs paroles sont à l'opposé. Donc là, on le prend au niveau institutionnel, d'accord? Institution, les États-Unis. Mais Dieu veut, c'est pas une institution qui veut sauver. Il veut vous sauver, vous et moi. D'accord? Donc on prend ce principe, on professe quelque chose, on professe croire en l'égalité, on professe être de gauche, d'accord? Mais nos actes et nos paroles prouvent que nous sommes de droite. Et ça, c'est l'illusion dans laquelle on se trouve, vous et moi. Donc maintenant, il faut qu'on arrête de voir l'égalité comme je m'occupe de l'enfant, je fais à manger, etc., etc. Ok, ça c'était pour 2018-2019. On est en 2023, on approche de la loi du dimanche. Maintenant, dans mon fonctionnement, si je dis que je suis pour l'égalité, je suis pour un grand gouvernement. Donc une organisation au sein de ce mouvement. D'accord? On respecte l'organisation. Ça veut dire que si je suis pour l'égalité, je ne suis pas sexiste, mais comment ça va se verbaliser dans ma vie? Est-ce que je vais dire pro-vie, pro-life? Vous connaissez le principe. Donc nous, on dit qu'on est pro-vie, pro-choice. Pro-vie, pro-choix. Nous, on est pro-choix. D'accord? Donc ça veut dire que, je prends un exemple que Parmender m'a donné hier, pour me montrer à quel point je ne suis pas dans l'égalité. J'achète quelque chose pour quelqu'un, pour Maurice. Mais je ne lui demande pas au juste. Je lui dis, voilà, achète. Parce que je t'achète ça parce que moi, c'est comme ça que je veux que tu sois, en fin de compte. Vous voyez? Est-ce que je suis vraiment dans l'égalité? Non. Je dois te dire, bon, je veux t'acheter ça, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Mais je suis là, non, j'ai l'habitude de t'acheter des trucs, mais après, est-ce que je m'inquiète de savoir s'il aime ou pas? Est-ce que je veux imposer mon style de vie, ma vision, à l'autre? Est-ce que je suis en train d'abuser mon enfant, ma mère, mon frère, ma sœur, par mes choix, par mon style de vie? Maintenant, il faut voir l'égalité à un autre niveau. D'accord? Est-ce que je vais dire, d'accord, je te donne tout ça, ok, moi je te donne tout ça, je t'héberge, je te fais tout ça, donc en contrepartie, tu dois me faire ça. C'est pas comme ça, si j'ai pas envie. Est-ce que tu dois m'imposer quelque chose? Il y a des règles, oui, dans la maison, mais est-ce que je dois imposer mon choix sur toi? Puisqu'on est en train de dire, nous on est pro-choix. Vous voyez, ce n'est pas de l'égalité. Si j'abuse quelqu'un
en lui imposant mon choix, c'est de l'abus. Mais on ne le voit pas comme ça. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Quand il m'a dit ça hier, on a rigolé, Mo et moi. Mais on s'est dit, mais oui, effectivement. Vous voyez? Et moi, je pensais bien faire. Je dis, c'est mon mari, je lui achète un truc, j'aime bien le voir comme ça. Mais en fin de compte, même s'il me dit, ouais, j'aime pas, je dis, ouais, mais vas-y. Vous voyez, vous savez, vous êtes comme moi. Ouais. Non, il faut lui dire, bon, ok, je vais t'acheter ça, t'aimes ou pas? Ou regarde ça. Ok, donc, et comme moi, j'ai un tempérament fort, vous savez déjà, donc, j'impose beaucoup de choses sans le voir. Et je dis que je suis dans une relation égalité, amour, tout ce que vous voulez. Mais si moi je suis comme ça, croyez pas que vous êtes différent de moi. Hein? Différente. Michael, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, l'exemple que tu prends, ça me fait penser à autre chose. Alors sur le forum, on a partagé, enfin, il y a des articles qui ont été partagés. Il y a un petit moment sur les demandes en mariage en public. Yes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et en fait, c'est quelque chose, voilà, c'est ces demandes qui viennent des États-Unis où en fait les gens, voilà, ils demandent en public, donc c'est très beau, enfin voilà, c'est quelque chose de romantique, tout ça. Et puis en fait, quand on regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il y a quand même un problème et qu'en fait, quelque part, c'est un petit peu de la manipulation, c'est un petit peu imposé quelque part parce que la personne, elle se sent peut-être au pied du mur et elle se sent peut-être obligée de dire, voilà, de donner une réponse. Et en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça et je me dis, au final, on laisse pas vraiment on laisse pas vraiment le choix à la personne, en fait. Et en fait, c'est vraiment un exemple, enfin, qui est pour moi révélateur parce que c'est quelque chose qui, au final, on est tellement habitué, on est tellement dans cette culture-là qu'on trouve ça très beau, très romantique. Très romantique, on a une belle image. Et puis si on regarde vraiment avec nos principes et avec justement un œil un petit peu plus aguerri, on va se rendre compte que non, au final, il y a alors quelque chose c'est assez subtil, mais au final, il y a cette idée de quand même on met la personne au pied du mur, on impose quelque chose. Donc voilà. Exactement. Alors, je prends deux autres et on finit, il faut conclure. Moi, là où ça me ramène à un passage de la Bible. Donc je ramène ça dans un... Oui, vas-y. Le texte qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et souvent, on l'a compris comme quoi, moi, je suis comme ça, j'aime ça, je veux ça. Donc je vais imposer à l'autre ce que je suis et ça prouvera que je l'aime, en fait. Et dans cette notion « Aime ton prochain comme toi-même », on voit que ce n'est pas du tout ça qui est véhiculé parce qu'on avait une mauvaise lecture de ce texte-là. Et donc c'est vraiment qu'est-ce que l'autre aussi, comment il est, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut. Et ça, je dois le prendre en compte parce que si je l'aime comme moi, je désire, je suis dans l'abus, en fait. Ok, merci. Je suis obligée de conclure. Non, je suis vraiment obligée de conclure. Je suis désolée. Et il y a un programme, vous savez, international. Donc, tout ce que je voulais dire, nous sommes tous concernés, tous et toutes concernés par cette guerre culturelle. Maintenant, regardons vraiment de plus en profondeur si nous sommes dans l'égalité. Et si nous sommes dans l'égalité, on ne doit pas cultiver cette pensée libertarienne de dire que je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Non. Si on est dans l'égalité, on est dans un grand gouvernement. Et si le grand gouvernement dit, on est végétalien, on ne porte pas de bijoux, on fait ceci, on fait cela, eh bien c'est comme ça qu'on doit marcher. Puisque sinon, ça veut dire qu'on n'adhère pas. En tout cas, on prie. Et puis merci pour votre participation. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces messages que tu nous donnes pour nous préparer à te ressembler et à être tes porte-paroles. Nous te remercions de la patience que tu uses envers nous et nous te demandons vraiment d'ouvrir notre intelligence pour comprendre toutes ces choses et de ne pas les négliger, de ne pas les prendre à la légère, afin que l'œuvre que tu souhaites faire en chacun de nous puisse se réaliser. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Thank you.